Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre le travail sur la toxicodynamique et puis notamment aller sur la notion d'éléments de preuve, faire le lien entre le toxique et l'effet. Dans le premier point, nous allons reprendre un certain nombre d'éléments que nous connaissons déjà, notamment le fait que un toxique peut avoir des effets sur une molécule, sur une cellule, sur un organisme. Alors la diversité des toxiques, elle est extrêmement importante. Ici, je vous ai fait un mur de mots dans lequel vous retrouvez un certain nombre de toxiques, soit définis par leur nature chimique, comme les organométalliques ou les glycols, par exemple, et puis d'autres ici définis par leurs effets, par exemple les pesticides. Prenons l'exemple de l'éthylène glycol qui fait partie des glycols. Et lorsque l'on regarde la toxicocinétique de ce toxique, on constate qu'un certain nombre de ces métabolites peuvent être eux aussi toxiques. Donc on se souviendra de ça. Un toxique peut entraîner des effets par ses impacts propres, mais aussi par les impacts que peuvent produire ces métabolites dans différents endroits de l'organisme. Donc un grand nombre de types de toxiques, un grand nombre de types d'effets. Donc ici, je vous ai fait un mur de mots sur un certain nombre de ces effets. Vous retrouvez des mots qu'on avait pu définir en début d'année, l'apoptose, la nécrose par exemple, l'endocrinologie, des effets sur les enzymes, sur les membranes, sur l'immunité, sur le métabolisme, sur la génétique, etc., etc. Alors prenons un exemple, l'action sur les enzymes, je vous laisse regarder ce document en détail. Vous constaterez qu'en fait, il y a deux grands types d'effets sur les enzymes, soit induire l'activité enzymatique, soit au contraire inhiber cette activité enzymatique. Donc vous voyez qu'ici, on est sur euh, une classification des toxiques en fonction de leurs effets. Donc sur ce schéma, je vous ai représenté quatre niveaux d'action potentielle des toxiques. En vert, le niveau cellulaire, avec pourquoi pas des modifications de l'organisation à l'intérieur même de la cellule, pourquoi pas avec une action de toxiques sur le cytosquelette, euh, des modifications de fonction cellulaire, par exemple le cyanure qui agit sur la chaîne respiratoire, des toxiques qui peuvent agir aussi sur les échanges entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule, donc des échanges membranaires, des toxiques qui peuvent modifier l'expression génétique ou intervenir, interférer sur cette expression, enranger des niveaux d'action tissulaire, donc avec des impacts sur l'histologie d'un tissu. On a vu l'effet de l'alcool sur le cerveau, par exemple. On pourrait voir l'action d'un acide sur la conformation des protéines avec modification de la forme des protéines. Et vous comprenez que, par exemple, au niveau de la cornée, où vous avez une transparence qui est liée à l'organisation des protéines, si on modifie cette organisation, ben, on va perdre cette transparence. En blanc, donc, deux éléments clés dans le fonctionnement d'un organisme, c'est le transport sanguin. Par exemple, le monoxyde de carbone qui vient s'attacher sur l'hémoglobine et qui ne permet plus à l'oxygène de s'y attacher, donc limitant ainsi le transport d'oxygène. La communication cellulaire qui peut être impactée par des toxiques qui vont soit mimer des hormones, soit inhiber l'action d'hormones. Bon, il y a un grand nombre d'effets possibles sur la communication cellulaire. Et puis le niveau tout en bas, ben, c'est le niveau macroscopique avec l'altération de fonction d'organes, des grandes fonctions qui sont altérées, fonction de la reproduction par exemple, et puis l'homéostasie générale qui peut être impactée. Que l'on soit une bactérie, que l'on soit une coccinelle ou un herbacé, que l'on soit ce plus vieil arbre du monde, eh bien, tous les organismes vivants sur la planète sont sensibles à certains toxiques avec différents niveaux d'atteinte. Donc ces différents niveaux d'atteinte, ça peut être une atteinte d'un toxique sur une molécule, changement de la conformation d'une protéine par exemple, atteinte d'une cellule, apoptose de cette cellule engendrée à un moment où normalement elle ne devrait pas mourir, atteinte des fonctions, des grandes fonctions de l'organisme. J'ai cité tout à l'heure par exemple la grande fonction de reproduction.
Bien, donc enfin, je vous donne une liste de vocabulaire à connaître. Donc vous prenez le temps de bien apprendre ce vocabulaire. C'est du vocabulaire qu'on retrouve assez régulièrement au niveau des fiches toxicologiques. Donc passons maintenant à ces fiches toxicologiques. Quels sont les éléments clés qu'on peut y retrouver par rapport à la toxicodynamique? Donc d'abord, ces fiches toxicologiques font partie d'un ensemble d'outils qui sont à votre disposition. Par exemple, il y a les FDS aussi, on les avait cités. Dans ces fiches, en fait, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments qui vous seront nécessaires à la fois pour communiquer sur les produits et aussi pour évaluer le risque. Et puis, vous avez des éléments concernant la métrologie, la maîtrise du risque, etc. Donc, sur la fiche toxicologique, qu'est-ce qu'on va ressortir? On va ressortir d'abord que concernant la toxicodynamique, on retrouve toujours le même plan avec quel est le mode d'action du toxique, euh, des éléments sur la toxicité expérimentale, c'est-à-dire sur des expériences réalisées à partir de ce toxique. On va revenir sur ces notions de toxicité expérimentale tout à l'heure. Et puis une partie toxicité sur l'homme. Alors la toxicité expérimentale et la toxicité sur l'homme vont aborder systématiquement la toxicité aiguë, donc qui dure sur un court temps. On avait défini cette notion d'aigu, subchronique et chronique, y compris pour les effets, donc à bien connaître ce vocabulaire. Donc toxicité aiguë, toxicité subchronique et chronique, et différents types d'effets, notamment les effets génotoxiques, cancérogènes et toxiques pour la reproduction, euh, avec la partie fertilité et la partie développement dont nous reparlerons ultérieurement. Alors prenons l'exemple de la fiche du benzène, qui est la fiche numéro 49, donc systématiquement vous retrouvez la formule. Et puis dès la première page, en fait, vous avez les dangers liés à ce produit. Donc ici, par exemple, pour le benzène, on peut repérer très rapidement qu'il y a des grosses problématiques liées à ce produit, puisque vous voyez, c'est un cancérogène, qu'il y a des anomalies génétiques qui peuvent être occasionnées, puis un certain nombre d'autres types de dangers sont présents. Et puis ici, voilà, vous avez un extrait de la fiche du benzène. Alors ici, il s'agit de la fiche résumée. Vous avez bien vu qu'il y a deux types de fiches toxicologiques. Il y a les fiches synthétiques, on va dire, donc avec les éléments clés qui en ressortent. Et puis vous avez une fiche complète que vous pouvez retrouver toutes les deux sur l'INRS. Je vous laisse regarder cette partie concernant le benzène. Alors, quels sont les éléments de preuve scientifiques qui permettent justement de relier un toxique à des effets? Alors, on a quatre types de preuves qui peuvent être apportées. La preuve in vitro, donc qui concerne en fait des expérimentations sur ce qu'on appellera le non-vivant, mais on verra tout à l'heure que des expérimentations sur les cellules font partie de cette in vitro. Des expérimentations in vivo, qui sont des expérimentations faites sur des organismes vivants. Des cas cliniques, donc qui résultent en fait du retour d'expérience fait sur des patients qui ont été atteints exposés à un toxique, et puis des analyses épidémiologiques dont on reparlera. Alors, on va commencer par la partie épidémiologie, donc qui est ici une analyse de grande ampleur qui permet de comprendre le lien entre le toxique et l'effet potentiel de ce toxique. Alors, concernant l'épidémiologie, on a deux grandes manières de fonctionner. La première, c'est à un temps T, repartir dans le passé et puis comprendre quelle a été l'exposition des personnes qui font partie de cette analyse épidémiologique pour voir s'il y a un lien entre des maladies qu'ils développent et une exposition euh, antérieure qu'ils auraient eue. La deuxième stratégie, c'est de partir d'un temps zéro et de suivre les personnes dans le temps. On va faire ce qu'on appelle une étude de cohorte et on va regarder quelles sont les expositions des patients et quels sont les types d'effets développés. Alors un autre point clé en épidémiologie, c'est de bien comprendre qu'en fait il faut ce qu'on appelle avoir plusieurs bras d'analyse. Le bras du haut, c'est l'exposition à un facteur de risque et voir ce que ça engendre sur une population. Mais pour cela, il faut aussi qu'on ait le bras d'en bas ici, qui est d'analyser en fait un groupe témoin
qui n'est pas exposé à ce facteur de risque et de comparer ensuite ces deux populations, donc une population exposée, une population non exposée. Alors, deuxième type de preuves que l'on peut recueillir, ce sont les preuves expérimentales in vivo, in vitro. Sur cette représentation que j'ai reprise, vous avez sur la partie gauche la recherche en toxicologie qui permet de prévoir en fait les effets d'un toxique sur un organisme. Donc on va partir d'expériences in vivo, donc sur le vivant, hein, des expériences animales, et puis des expériences in vitro, donc sur des cellules, des bactéries, des tissus qui vont nous permettre de comprendre en fait l'impact potentiel d'un toxique sur un organisme. À partir de ces expériences, on va pouvoir faire une extrapolation à l'homme et déduire des valeurs limites d'exposition professionnelle dont on a absolument besoin en fait dans le cadre de la maîtrise du risque chimique. Et donc la deuxième partie du schéma, c'est la toxicologie explicative. Donc au final, c'est de travailler sur les maladies professionnelles et bien entendu de se référer à ces valeurs limites d'exposition professionnelle pour qu'il n'y ait pas justement que ces maladies ne puissent pas se développer. Donc troisième point, je voudrais utiliser l'exemple des médicaments pour vous montrer toute cette réflexion scientifique et toute cette démarche scientifique qui part du produit jusqu'à la compréhension de ses effets et puis pour les médicaments forcément jusqu'à sa mise sur le marché. Alors d'abord, en fait, il va y avoir plusieurs modèles qui vont être utilisés pour pouvoir comprendre l'effet d'un médicament sur un organisme. Avec à gauche ici, vous avez des expérimentations sur des cellules et puis ensuite différents modèles animaux. Alors chacun de ces modèles vont avoir des avantages et des inconvénients. Vous pouvez prendre le temps de vous arrêter sur ce transparent qui vient d'une thèse et vous pourrez regarder hein, justement avantages et inconvénients de chaque type d'expérience. Donc voici les grandes phases de recherche scientifique pour élaborer un médicament. La toute première phase, c'est analyser X molécules pour essayer d'en trouver certaines qui pourraient être intéressantes. Celles qui pourraient être intéressantes, on passe en phase de recherche préclinique où on va analyser ces molécules sur des expériences in vivo et in vitro. Et puis ensuite, on va passer en recherche clinique avec une première phase sur des volontaires sains pour comprendre la tolérance de notre espèce à cette molécule. En phase 2, on va poursuivre la compréhension de cette tolérance et puis on va tester l'efficacité sur un petit groupe de patients. Et puis en phase 3, on va passer sur un grand groupe de patients où on va essayer de prouver l'intérêt du médicament et puis aussi son innocuité. Et enfin, bien sûr, il y a toute une phase réglementaire. Alors la démarche utilisée est systématiquement de ce type-là. Donc vous avez un groupe d'individus qui vont être sélectionnés. On va faire des tirages au sort, hein, ce qu'on appelle la randomisation, et puis on va créer des groupes d'individus avec différents types de traitements. Euh, et ça permettra de comprendre l'effet de tel ou tel traitement par rapport à d'autres traitements. Certaines fois, les traitements sont tout simplement des placebos. Alors le bilan de ce support, bah, c'est d'abord qu'il y a une multitude de toxiques, que ces toxiques, on peut les classer soit en fonction de leur nature chimique, par exemple les glycols, mais aussi on peut les classer en fonction de leurs effets, par exemple des neurotoxiques, des hépatotoxiques. Ces effets peuvent avoir lieu soit en agissant sur une molécule, par exemple modifier la conformation d'une protéine, ou en modifiant les fonctions d'une cellule, en désorganisant un tissu, en modifiant les fonctions d'un organe, en déstabilisant un organisme dans son ensemble. Alors, toute la question, c'est comment faire la preuve que tel toxique a des effets. Eh bien, donc on a des expériences scientifiques qui se font soit de manière in vitro, soit de manière in vivo. Donc in vivo, c'est sur le vivant. On a des cas cliniques, hein, des gens qui ont été exposés, donc on en comprend, qui malheureusement vont développer des symptômes, donc on fait des retours d'expérience. Et puis des analyses épidémiologiques qui permettent de prouver l'effet d'un toxique sur une population au final. Donc la prochaine fois, nous resterons en toxicodynamique et nous irons sur la notion de surveillance biologique d'exposition. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend de quand vous êtes quand vous avez travaillé sur ce cours. À bientôt.